Très heureuse de vous retrouver au compte de cette édition. Bonsoir, bienvenue à tous. Les titres du journal. Le président de la NGR a été empêché de sortir du territoire national jeudi. Son passeport lui a été retiré à l'aéroport international de Conakry-Bessia alors qu'il s'embarquait pour les États-Unis. Et puis l'opérateur économique Elhadji Ousmane Fatako Baldé dénonce une rupture abusive de contrat imposé par l'État. L'affaire concerne son centre commercial Sisa Kidia, aussi ses magasins qui se trouvent à Matam et à Koronti. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous le disais donc tout à l'heure, les résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier devraient en principe être proclamés demain samedi. Quelle devrait être l'attitude des candidats après le verdict de la Cour constitutionnelle sur la question? Des activistes de la société civile se sont prononcés dessus. On suit le compte rendu de Rosaline Goto-Monemou et Akouba Traoré. Quels que soient les résultats qui seront proclamés par la Cour constitutionnelle, les différents candidats doivent faire preuve de responsabilité et de patriotisme tout en acceptant le verdict final de la Cour. C'est l'invite lancé par les organisations de la société civile guinéenne. Les candidats qui vont perdre ces élections, qu'ils s'en remettent à la décision de la Cour. Je les conseille à accepter de féliciter celui qui va remporter ces élections pour que vive la démocratie en Guinée. Il faut que les différents candidats, les différents partis politiques s'apprêtent déjà à se soumettre, à accepter le verdict qui sera rendu demain samedi par la Cour constitutionnelle qui est compétente et qui est habilitée par la loi à rendre et à publier le résultat définitif. Le président du CNOX suggère aux différents candidats à constituer un bloc afin d'avoir plus de force. Il invite celui qui remportera ces élections à travailler dans l'intérêt de tous les Guinéens. Et je demande à tous les 12 candidats, s'ils sont forts de leur projet de société, s'ils sont forts de leurs ambitions pour la Guinée, s'ils savent qu'ils sont les meilleurs Guinéens pour diriger ce pays, qu'ils constituent un bloc solide pour ne pas que celui qui remporte ces élections dispose de tout. Cet autre activiste de la société civile trouve que le système politique et démocratique de la Guinée est confronté à un problème. Pour y remédier, il propose de faire les états généraux de la politique guinéenne et donner la parole aux citoyens. Les événements récents que nous avons traversés dans notre pays démontrent clairement qu'il faut aujourd'hui nécessairement un travail de force sur notre système politique et démocratique. Il va falloir l'analyser, il va falloir faire les états généraux de cela et que les citoyens eux-mêmes s'expriment sur les institutions. Qu'est-ce que nous voulons pour nos institutions? Comment nous voulons que nos institutions soient faites? Aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale est rivée sur la Cour constitutionnelle qui a une obligation de rendre les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier dans l'impartialité et l'objectivité. Je vous le disais au sommaire, le président de la NGR a été empêché de sortir du territoire national hier jeudi. Son passeport lui a été retiré à l'aéroport international de Conakry-Bessia alors qu'il s'embarquait pour les États-Unis. Il faut le rappeler que c'est la deuxième personnalité politique qui a été empêchée après Sidia Touré. Mamadou Kalisso, Ibrahim Assouma pour plus de précisions. Le président de la nouvelle génération de la République a été pris de court ce jeudi soir. Alors qu'il s'apprêtait à rallier les États-Unis, son passeport a été confisqué à l'aéroport de Conakry. Il dit ignorer pour le moment les raisons de ces agissements qu'il qualifie de liberticides. Abbé Silla condamne cette attitude du régime de Conakry qu'il accuse de bâillonner l'opposition. Nous sommes dans un pays où les lois ne sont pas respectées, le droit de l'individu n'est pas respecté. Et vous voyez, ça c'est un exemple classique. Un monsieur qui vient, qui n'a rien contre lui, pourtant je suis un député. Un simple commissaire ne peut pas venir comme ça, prendre mon passeport et fuir avec, si c'est pas de l'ordre, ne provient pas du sommet. Donc le peuple guinéen doit comprendre ça. Ce candidat malheureux à l'élection présidentielle du 18 octobre dernier
fait partie de ceux qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester les résultats diffusés par la Commission électorale nationale indépendante. En attendant le verdict de la Cour ce samedi, des démarches, y compris diplomatiques, sont en cours pour récupérer son passeport. Le passeport que je détenais, en plus, c'était un passeport américain. Ce n'est pas un passeport guinéen. Ils n'ont pas le droit de me le retirer, un passeport guinéen, américain. Donc, je dois contacter l'ambassade. Je le ferai ce matin. Le département d'État, déjà, ils sont saisis. Donc, il faudrait qu'ils me ramènent le passeport le plus tôt possible. Voilà. C'est la deuxième fois en moins d'un mois que des leaders politiques guinéens sont empêchés de voyager. La première victime fut Sidia Touré à la veille de l'élection présidentielle. Je vous le disais également au sommaire, l'opérateur économique Elhadji Ousmane Fatako Baldé dénonce une rupture abusive de contrat imposé par l'État. L'affaire concerne son centre commercial Sisa Kindia, aussi ses magasins qui se trouvent à Matam et à Koronti. Il faut le dire, les lieux sont sur haute surveillance, difficile de voir, même impossible de filmer. Il se dit persécuté et affiche ses inquiétudes pour l'avenir des opérateurs économiques du pays. Le reportage est signé Mamadou Boulere Diallo et Abouakardine Kamara. La lettre de notification du ministre Ibrahima Kourouma à Elhadji Ousmane Fatako Baldé date du 7 janvier 2020. Le ministère de l'Aménagement dit avoir constaté un manque de réalisation sur les domaines qu'il a acquis en 2003. De ce fait, il est au regret d'annuler le contrat du dit bail. L'opérateur économique est sommé de quitter le lieu dans un meilleur délai. On est embarrassé parce que sortir sans délai. Ça m'a embarrassé parce que sortir sans délai est difficile. Je n'ai pas où aller. J'ai tout fait pour rencontrer le ministre Ibrahima Kourouma pour négocier. Il a refusé de me recevoir. C'est comme si je ne suis pas un citoyen du pays. Le PDG de la société UAC Baldé Motor reconnaît n'avoir pas totalement fini de construire sur les lieux comme le stipule son contrat de bail parce qu'il manque de moyens. Il demande à l'État plutôt de l'assister au lieu de le lui retirer. Mais sur le terrain, il constate autre chose. Monsieur Kono, un opérateur économique, comme un assistant de développement. Je pensais que nous, les opérateurs économiques, allions bénéficier d'assistance de l'État pour développer le pays. Nous ne sommes pas à ségréguer. On ne doit pas annuler nos contrats ou nous secouer. Aujourd'hui, c'est moi qui suis touché. Mais je sais que tous les Guinéens ont chaud, surtout quand vous êtes opérateur économique. Dans ce centre commercial situé à Kindia, Elhadji Ousmane Fatako déclare qu'il y a plus de 2000 personnes inquiétées. Il peine à comptabiliser toutes les pertes en argent et en biens matériels. Le cas de Matam, Elhadji Ousmane dit avoir acheté le domaine il y a plus d'une décennie. L'État lui reproche de n'avoir pas payé à la valeur du domaine. Depuis 2007, la Guinée reste plongée dans des crises sociopolitiques ayant conduit à de nombreuses pertes en vies humaines, des destructions d'édifices publics et privés, ce qui ne reste pas sans conséquences pour l'économie nationale. Des économistes, dans ce sens, avertissent et font des recommandations. Antoinette Dédé Onivoyi, Amara Alexila. Face à une instabilité chronique, la Guinée a des manques à gagner en matière fiscale. Bien évidemment, 2 fois, 3 fois par semaine, plusieurs fois par mois, naturellement que l'économie est tirée par le bas. Donc les grèves, infailliblement, ne peuvent avoir qu'un impact négatif sur l'économie, surtout quand c'est des économies fragiles comme les nôtres. La persistance des crises sociopolitiques constitue non seulement un frein à la fiscalité, mais elle émet également un mauvais signal au plan international. Conséquence, l'hésitation des investisseurs à se tourner vers la Guinée devient une réalité permanente.
Et beaucoup de nos partenaires au développement dans le secteur minier en particulier, mais aussi dans le secteur agricole, étaient en position de venir avec nous investir sur des projets très porteurs. Malheureusement, ces investisseurs sont restés en attente. Dès que les grèves sont dans le vent, avant même de les déclencher, les partenaires techniques et partenaires financiers restent sur leur position, observent, et le capital ne vient pas, les investissements ne se font pas, bien évidemment, ce qui compromet la croissance et partant le développement. À cela s'ajoute la pandémie du coronavirus qui a considérablement joué sur les prévisions de croissance et de l'équilibre macroéconomique. Les grèves et la pandémie ont fait qu'aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec une capacité de mobilisation des recettes par l'État pour faire face aux dépenses publiques de développement. Cette capacité a été totalement compromise, à l'intérieur ayant été plombée par le bas. Le gouvernement s'est retrouvé avec des moyens réduits pour faire face à sa politique de développement économique et social. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pourquoi l'honorable Michel Kamano invite les différents partis au respect des engagements et à privilégier le dialogue dans le respect du cadre institutionnel. Gage certain d'un dénouement heureux de la crise politique guinéenne. Page noire de cette édition, un dernier hommage a été rendu ce vendredi au syndicaliste Louis Mbemba Souma, ancien secrétaire général de l'USTG, décédé le 1er novembre dernier, ici même à Conakry. Sa famille biologique et professionnelle, à travers un symposium, lui ont exprimé toute leur reconnaissance. Les syndicalistes présents à la cérémonie ont appelé la famille syndicale à l'union sacrée. André Mossier Milimono Aléouba. Collègues de service, parents, amis du défunt et de nombreux syndicalistes venus rendre un dernier hommage à Louis Mbemba Souma. Une minute de silence en sa mémoire, puis des interventions s'en sont suivies. Des témoignages qui font foi de la longue lutte syndicale qu'il a menée. Louis Mbemba Souma a œuvré pour l'unité d'action, ce qui lui a permis, aux côtés de ses pairs, la création de l'intersyndicale de l'éducation, FSPE-SLEG en 1996 et l'intercentrale CNTG-USTG élargie à l'ONSLG et à l'UDTG en 2006. C'était un père attentionné, le mari aimant qu'il a toujours été. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Louis Mbemba Souma fut l'un des fondateurs de l'USTG et du SLEG, aujourd'hui divisés. Les syndicalistes ont appelé à l'unification de ces centrales syndicales afin d'honorer la mémoire du défunt. Je voudrais que vous soyez témoins que cette guerre intestine a été, que la hache de guerre a été enterrée ici, telle que vous l'avez demandé dans vos brillantes interventions. Et que les camarades se réconcilient devant nous tous ici pour continuer avec un seul SLEG. Merci. S'il vous plaît, donnez-vous la main. Merci. Souma, s'il vous plaît. Où est Abaka Kamara. Où est Abaka Kamara? Venez ici. Non. La guerre n'a jamais rien. Allez. Le SLEG et l'USTG promettent d'enterrer la hache de guerre et parler désormais d'une seule voix, comme l'a toujours souhaité Louis Mbemba Souma. Et nous allons faire en sorte qu'il y ait une seule institution, un seul SLEG et une seule USTG. Beaucoup de syndicalistes ont émis le doute sur la sincérité de cette réconciliation, arguant sur les conflits d'intérêts et d'ego qui pourraient empoisonner cette initiative. Le défunt, lui, sera inhumé ce samedi au cimetière de Cameroun. Des moments d'émotion. Jean Makoli aussi a attiré sa révérence hier jeudi à son domicile à Donka, vous le savez, après sa sortie de l'hôpital national à Ignace Dine, où elle a été hospitalisée quelques jours. Parents, amis,
tous meurtris par la disparition d'une personne qu'ils appellent un personnage chevronné dans de nombreux secteurs de la culture guinéenne. Des témoignages, c'est dans ce reportage signé Ali Badara Kamara et Brahmasore Kamara. Jeanne Macaulay, entre autres artistes, compositrice, chanteuse, metteuse en scène et chorégraphe, autrefois accompagnée par le cri des spectateurs pour ses prestations scéniques pleines de sens. Aujourd'hui, celle-ci se transforme en souvenir pour le peuple guinéen. Celle qui était escortée par des cris est maintenant convoyée par des larmes. Parents, amis et collaborateurs se souviennent encore de ces moments chaleureux. Bon, comme je l'ai dit là, parce que depuis son enfance, elle jouait au football, elle sortait en mer pour la pêche, elle pouvait emprunter une pirogue de Kotoba à Kassa. La défunte était mère de 2 enfants. Ces derniers sont convaincus de l'exploit de leur mère, qui a vendu l'art africain en général et celui de la Guinée en particulier. Je me moquais d'elle à l'hôpital quand je lui ai montré la vidéo des forces spéciales là. Donc je rechantais sa chanson Gaoubé, donc je me moquais d'elle. Ben, elle a commencé à rire, tout ça là, mais bon, c'était... Parce que chaque fois je l'appelle Gaoubé. Donc quand je veux me moquer d'elle, je l'appelle Gaoubé. Eh bien, plein de tristesse. Plein de tristesse. On a tous perdu. C'est la Guinée qui perd. Jeanne Macaulay a été aussi la fondatrice du ballet Sanké avant de devenir la première directrice du Théâtre national d'enfants où elle a su transmettre ses connaissances sur les techniques théâtrales à plusieurs générations. Ce groupe de femmes, composé des danseuses, des choristes et des chanteuses, doivent assurer la relève de Macaulay. Nous allons transmettre nos connaissances à la future génération, comme Jeanne l'a fait pour nous. De génération en génération, elle sera immortalisée. C'est comme ça que nous comptons procéder dans les jours à venir. C'est Jeanne Macaulay qui m'a élevée. Elle m'a toujours traitée comme sa propre fille. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, qu'Allah lui pardonne, que son âme repose en paix. Les funérailles se tiendront vendredi 13 novembre à la cathédrale Toussaint de Conakry avant l'inhumation prévue sur les îles de Los. De son côté, le directeur national des arts et de la culture a aussi parlé de la disparition de Jeanne Macaulay avant de donner le programme des obsèques. On le suit au micro d'Ali Badara Kamara et Brahmasore Kamara. C'est une crielle de souvenirs qui défile quand on parle de Jeanne Macaulay. Parce que d'abord, avant qu'elle ne soit au sein des ballets africains de la République de Guinée, c'était une footballeuse. Elle avait beaucoup d'amour pour le football. Elle a fait le football, elle a joué au football, pas avec les filles, mais avec des hommes, des garçons, comme Jacob Bangoura, du Afia Football Club, Thomas Krama, sur les îles d'abord. Quand on est sur les îles, on est attiré par la mer. Donc la natation aussi, elle était championne en matière de natation. Le programme des obsèques sera le suivant. Le vendredi 13 novembre, s'il plaît à Dieu, à partir de 9h, ce sera la levée du corps à la morgue de l'hôpital Iastine, suivi d'une messe de requiem à la cathédrale Toussaint de Conakry. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'église anglicane de Conakry. Après cette messe, nous allons accompagner la défunte à Fotoba, où elle est née et où repose sa chère et tendre maman, Angélique Serra. Ça fait partie également des souhaits de la regrettée et de toute la famille Macaulay. Donc elle sera inhumée à Fotoba le même vendredi 13 novembre.
Et puis ce vendredi, une lecture du Saint-Coran a été organisée à la mosquée Kébéa dans la commune de Matam. C'est à la faveur des victimes des violences électorales et des personnes tombées lors du tremblement de terre en Turquie. C'est une initiative du secrétariat général aux affaires religieuses. Yena Bangoura, Lamine Silla pour le compte-rendu. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'unité nationale entre les fils du pays. Les sages ont également eu une pensée aux victimes de violences électorales et les personnes touchées par le tremblement de terre survenu en Turquie. Plusieurs personnalités du pays et d'ailleurs ont pris part à cette cérémonie. La cérémonie qui nous réunit ce matin est relative à l'application du contenu de la lettre circulaire numéro 579/Segar/Cab du 3 novembre 2020, invitant d'une part les fidèles musulmans à la lecture du Saint-Coran dans toutes les mosquées ce vendredi 6 novembre 2020. Conscient du danger des violences, il implore la grâce divine pour la paix et compatisse à la douleur des uns et des autres. Ces prières et lectures du Saint-Coran sont aussi demandées dans les mosquées et églises sur toute l'étendue du territoire national suite au tremblement de terre survenu en République serbe de Turquie le vendredi 30 octobre 2020 dans le cadre de la solidarité islamique. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale invite tous les religieux à multiplier davantage les prières pour le bien de tous. Il en appelle au sens de responsabilité des Guinéens. Quand on se réunit publiquement ici, chacun de nous parle très bien. Il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on se sépare en privé, chacun de nous parle de son ethnie, de son parent, de son voisin, de la rancune, de la haine, et c'est ça qui fait le truc. Donc priez pour nous, aidez-nous pour qu'on se défasse de nos défauts et que les qualités que Dieu a prescrites, qu'on puisse gagner cela. Ces fidèles continuent à implorer Dieu afin qu'il répande sa grâce sur notre bien commun qui est la Guinée. Que l'âme des disparus repose en paix. Amen. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain contact avec les infos, c'est à 22h avec Binta Barichalouba. Bonsoir chez vous.